Bonjour tout le monde, Amine avec vous. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un nouveau service d'AWS dans lequel la plupart des applications web et même mobiles peuvent en profiter. Ce service s'appelle Cognito et pendant quelques minutes, on va découvrir au premier temps c'est quoi ce service, ça sert à quoi exactement, et en deuxième temps, on va partir sur une partie pratique. Du coup, ce vidéo sera composé de deux parties, la partie théorique et la deuxième partie, c'est la partie pratique. Avant de commencer à découvrir ce service d'AWS Cognito, il faut bien comprendre deux principes en fait de sécurité. C'est l'authentication et l'autorisation. Je pense si quelqu'un d'entre vous est un développeur, vous avez sûr entendu pour ces deux euh, termes. Alors, l'authentication c'est un process en fait de vérification d'identité des utilisateurs. Et cela se fait la plupart du temps à l'aide pour les applications web ou mobiles avec un email ou username et password. En revanche, l'autorisation, c'est le process qui consiste à accorder aux utilisateurs l'accès aux ressources spécifiques après leur authentication. Ça veut dire, ça veut dire une fois que je suis authentifié, euh, mon serveur il va vérifier si je suis autorisé à accéder à une de ces ressources ou pas. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Le premier question à se poser, c'est quoi exactement Cognito? Ça sert à quoi exactement? Alors, selon la définition sur le site AWS, Amazon Cognito permet d'ajouter facilement et rapidement l'inscription et la connexion des utilisateurs. Pas que, ainsi que le contrôle d'accès aux applications web ou mobiles. Aussi, il prend en charge la connexion avec les fournisseurs d'identité sociale tels que Apple ID, Facebook, Google et Amazon aussi, et les fournisseurs d'identité d'entreprise via l'SAML 2.0 et Open Connect. Là, ce logo-là, c'est le logo en fait du Cognito qu'on va le trouver sur le service AWS. Par contre, AWS Cognito comprend deux services distincts, mais liés. C'est l'user pool et l'identity pool. On commence tout d'abord par l'user pool, où ce service va nous fournir un répertoire d'utilisateurs pour votre application. Aussi, il nous fournit la possibilité d'intégrer au sein de notre application web mobile l'interface du sign-up et sign-in pour l'enregistrement ou l'authentication avec zéro ligne de code. Ça, c'est très intéressant. Et on verra ça pendant notre démonstration. Aussi, il nous fournit la gestion du groupe des utilisateurs. Comme vous voyez ici, cette image en fait illustre comment ça fonctionne exactement le user pool. J'ai numéroté les étapes, 1, 2, 3 jusqu'à 9 en fait, à partir de l'authentication jusqu'à la réponse du service demandé. On va dire par titre d'exemple, on va s'authentifier et par la suite récupérer une image ou une page web. Une page web qui est déployée sur notre EC2, c'est un autre service AWS, où on veut demander à Lambda quelque chose. Voilà. Si on prend le premier, le numéro 1 en fait, notre utilisateur vient sur l'interface login password, il va saisir son login password, il va faire une requête à Cognito. Cognito, il va nous répondre par une réponse. On va prendre pour l'instant que ces login et password sont corrects. Du coup, il va nous retourner en fait l'ID token et access token et refresh token. Il va nous retourner trois choses en fait. L'ID token, il faut bien préciser ça, l'ID token, ou c'est cet ID en fait, il va contenir en fait l'username, l'email, ces informations concernant l'utilisateur qui vient s'authentifier. Et l'access token, en fait, cet access token, il va contenir les scopes et les groupes de cet utilisateur. Et ces groupes-là, on va les utiliser par la suite pour vérifier est-ce qu'il sera autorisé à faire des opérations sur des ressources ou pas. Et le refresh token, le dernier, c'est un token en fait qu'on peut l'utiliser pour avoir un nouveau token
sans faire une authentication une deuxième fois. Ça dans la réponse. Une fois on a récupéré ces informations-là, du coup on va contacter Amazon API Gateway. On va dire que nos services sont derrière un Amazon API Gateway pour récupérer une information. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander la ressource, on va dire ressource 1, mais il faut envoyer avec ça l'access token. Qu'est-ce qu'il va faire Amazon API Gateway? Il va contacter Cognito User Pool pour vérifier bien que c'est access token il est correct, il est vrai, c'est un bon access token. Et notre Cognito User Pool il va répondre par succès. Une fois c'est bon, API Gateway il va envoyer la demande vers un de nos services qu'on a demandé. On va dire que c'est deux. Peut-être EC2, il va appeler RDS. RDS, c'est un service AWS, c'est la base de données qui gère tout ce qui est base de données, on va dire base de données de type PostgreSQL. Une fois c'est bon, notre service, n'importe, comme on a dit, Lambda ou EC2, il va répondre à Amazon API Gateway par la réponse correspondante. Et lui-même, il va retourner la réponse à notre utilisateur. Ça c'est le workflow, on va dire, c'est le flow en fait, comment ça fonctionne Amazon Cognito User Pool avec les autres services AWS. Dans le cas où on veut utiliser un des réseaux sociaux, comme LinkedIn, Facebook, Google, Twitter, pour s'authentifier, on appelle ce process, c'est l'authentication federation, c'est la fédération en fait. Comme illustre ici sur cette image, vous remarquez par rapport à l'autre image, en fait, c'est le flèche en rouge. La différence ici, c'est le flèche en rouge. Si on revient sur l'ancienne image, directement ici, on se connecte sur User Pool Cognito User Pool. Par contre, sur la nouvelle image, c'est le flèche en rouge. Comment ça fonctionne? Ici, on va s'identifier à l'aide d'un de ces réseaux-là, en LinkedIn, Facebook, Google, ça dépend qu'est-ce qu'on veut utiliser, Twitter aussi. On va s'authentifier à l'aide de ce réseau et par la suite ce réseau il va nous générer une information qui sera envoyée vers Cognito User Pool étape 3 pour permettre à s'authentifier et utiliser le process, utiliser la fédération. Ça on appelle ça fédération. Et le reste, ça reste le même principe. En fait, une fois on est authentifié, on aura l'access token, l'ID token et le refresh token qu'on va lui communiquer à notre Amazon API Gateway pour utiliser l'un des services derrière Amazon API Gateway. Maintenant, on va découvrir ensemble la partie théorique de l'identity pool. C'est le deuxième service dans le Cognito. On était sur le user pool, maintenant sur l'identity pool. Ce service, en fait, il nous offre pas ce qui concerne l'authentication comme user pool, d'où il faut passer par un autre service d'authentication, comme les services qu'on a parlé tout à l'heure sur le Cognito User Pool, ou un autre comme un des réseaux sociaux. Mais ce service permet d'affecter un IAM role, en fait, un IAM role aux utilisateurs qui ont été authentifiés déjà à l'aide d'un fournisseur d'identité distinct. Et leur permettre d'accéder directement aux ressources AWS. Avec User Pool, c'est le rôle de services comme Lambda qui va utiliser ces permissions pour avoir accédé aux services AWS. Par contre, avec l'Identity Pool, c'est ça la différence en fait. Ce dernier, l'Identity Pool va affecter un rôle à un utilisateur et selon les permissions dans ce rôle-là, on va pouvoir accéder directement au service, un des services AWS ou pas. Si je résume, en fait, je fais l'authentification, ici, numéro 1. Je vais faire l'authentication à l'aide d'un des services, en fait. On peut utiliser l'user pool pour faire l'authentication. Une fois c'est bon, on aura l'ID token, l'access token comme on a parlé tout à l'heure. Et par la suite, on va passer par l'identité pool Cognito. Celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous affecter un IAM role. Ce IAM role, il contient des permissions. D'accord? Ce permission-là, dedans, contient des permissions. Ces permissions-là, en fait,
ils vont nous permettre ou pas d'accéder, par exemple, à S3, DynamoDB, API, Amazon API Gateway. Tout dépend en fait comment on a configuré l'IAM role. Puisqu'on a passé par la partie théorique, comment ça fonctionne, Amazon API, Amazon Cognito, là on va passer on va passer à la partie pratique, comment ça fonctionne, comment on peut configurer en fait exactement notre Cognito. Du coup, ici, on se connecte sur AWS Management Console et on cherche Cognito. Prend un peu de temps. Alors, ici, Amazon Cognito, il nous fournit, comme on a dit tout à l'heure, en fait, deux services. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut configurer. Pour l'instant, pour ce tuto, en fait, on va configurer le Manage User Pool, non pas Manage Identity Pool. Peut-être on aura ça dans un autre vidéo. Du coup, ici, on sélecte Manage User Pool et il va nous afficher l'interface de configuration du Manage User Pool. Ici, soit on clique sur ce lien-là, soit on clique sur ce bouton Create a User Pool. Voilà. Il faut, la première étape, le premier étape, en fait, c'est entrer un nom de notre user pool. On va l'appeler là, en fait, démo 2021. Alors, ici, comment vous voulez, comme il affiché ici, comment vous voulez faire la création de ton user pool, on va sélectionner Step Throughout Things. Non, en fait, user pool. Deuxième étape, c'est la configuration des attributs. La première question ici, c'est comment vous voulez que votre utilisateur sera authentifié. Est-ce que à l'aide d'un username ou est-ce que à l'aide d'une adresse mail? Pour l'instant, on va prendre une adresse mail. On va utiliser une adresse mail. Ici, c'est enable case and sensitivity for username input. On va le laisser décocher. La deuxième chose à configurer, c'est l'interface sign up, et non pas sign in. Tout à l'heure, on a vu ici en fait sign in. Maintenant, c'est le sign up. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une liste de champs par défaut préconfigurés par Amazon User Pool, Amazon Cognito User Pool. Ce sont les informations pendant le sign-up, ça veut dire l'enregistrement de notre client sur notre application. Est-ce que vous voulez required ici, ça veut dire c'est obligatoire. Est-ce que vous voulez que votre utilisateur doit insérer l'adresse ou pas, son adresse? Si vous voulez ça, vous devez juste cocher required. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a adresse, on a birthday, on a email. Ça, c'est required. Family name, ça, c'est required. On va le mettre. C'est un exemple. Si vous voulez ne pas le mettre, on ne le met pas. Le name, quoi d'autre? Et phone number, on s'en fout. Voilà. Pour l'instant, on va prendre comme ça quelque chose de très classique, très simple. L'email, family name and name. Du coup, par la suite, on aura sur l'interface 3 champs à remplir pendant le sign up. Après, on clique sur Next Step. Et ici, on vient sur la page Policies. La première question, en fait, à poser par cette page, c'est le pattern de votre password. Ça veut dire les passwords qui seront choisis par votre utilisateur doit être suivi un pattern. C'est à vous de configurer ce pattern-là. Ici, minimum length. Minimum length, ça veut dire minimum, il faut avoir 8 caractères. On peut le mettre 10. Pour l'instant, on va le laisser 8. Required number, ce password doit contenir de nombres. Required special character doit contenir caractère spécial. Required uppercase letter, required lowercase letter. Du coup, comme ça, on aura une password très forte. Deuxième question sur cette page policies. Est-ce que vous voulez que vos utilisateurs sur cette application faire le sign-up par eux-mêmes ou par l'administrateur de cette application? Pour l'instant, on va choisir par
Only allow administrator to create user. Ça veut dire, si vous voulez que juste l'administrateur de cette application, il a le droit d'ajouter des utilisateurs, il faut cocher cette case. Sinon, on va laisser par défaut une application classique, allow users to sign themselves. Dernière question. You can choose how long until temporary set by user. Alors, dans ce cas-là, en fait, ce cas-là, on va le saisir dans le cas où si notre application, elle va demander que only l'administrateur, en fait, sauf l'administrateur de l'application qui va ajouter du user, du coup, c'est lui qui va attribuer des passwords. Et dans ce cas-là, on doit saisir ici dans combien de temps cette password-là doit être expirée. Ça veut dire on doit forcer l'utilisateur à modifier son password. Pour l'instant, on va laisser 7 car pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Après, on clique sur Next Step. Ici, MFA and Verification. Alors, la première question, est-ce que vous voulez activer ou pas le Multi-Factor Authentication? C'est le MFA. Pour l'instant, on va laisser off. On n'aura pas besoin de ça pour le moment. Deuxième question. Comment votre utilisateur va récupérer son compte dans le cas où il a perdu, il a oublié son password? Ça, c'est très classique. Pour l'instant, on va choisir only email. Juste par email, il peut récupérer son compte. Troisième question. Quels sont les attributs à vérifier pour, en fait, quand un utilisateur va faire sign up, ça veut dire va faire un enregistrement, on va envoyer un code pour s'assurer que cet utilisateur, c'est à lui cette adresse mail. Comme ça, on est sûr que les utilisateurs, ils vont utiliser leur mail, leur correct mail. Du coup, on va envoyer un code, ils vont récupérer ce code pour activer leur compte. Du coup, ici, pour l'instant, on a le choix. Est-ce que le code sera envoyé sur mail, sur numéro de téléphone, sur 122 ou sans faire des vérifications? Par contre, on va choisir par email. Ici, c'est le You must provide a role to allow Amazon Cognito to send SMS message. C'est juste, vous le laissez comme ça par défaut si Amazon Cognito, en fait, user pool qui va générer ce IAM role. Next step. Ici, on vient sur l'avant-dernière étape à configurer notre user pool. C'est la page Message Customization. C'est la personnalisation de vos messages qui seront envoyés à vos clients une fois ils sont venus à faire une inscription sur votre application. Pour le moment, on va le laisser de façon par défaut. Ici, c'est la région d'un autre service qui s'appelle SOS, Send Email Service. Si je me trompe pas, on va le laisser from email par défaut. On laisse tout ça par défaut. Et on va voir par la suite un message. Alors, on clique sur le bouton Next Step. Il va nous demander est-ce que vous voulez taguer cette configuration. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Next Step. La question qui va se poser ici, est-ce que vous voulez, ici, il va vous demander est-ce que vous voulez qu'on affiche la case Remember your user device pour mémoriser l'appareil duquel votre utilisateur vient s'authentifier. Pour l'instant, on va mettre No. La chose à configurer, c'est l'App Client. Comme vous connaissez, une application, en fait, une application front-end ou mobile, est une entité qui est au sein d'un groupe d'utilisateurs et autorisée à appeler des opérations non authentifiées. Les utilisateurs non authentifiés qui n'ont pas encore saisi leur login et password, ils n'ont pas encore reçu leur ID token, access token, refresh token. Par exemple, les opérations d'enregistrement. Un utilisateur en train de faire un enregistrement, du coup, n'est pas authentifié. De connexion, gestion des mots de passe oubliés aussi. Ce sont des opérations, en fait, on appelle ça, ce sont des opérations d'API non authentifiées.
Du coup, la première chose à configurer pour cette partie, c'est le client name, refresh token expiration, c'est le token qu'on va le recevoir à partir d'Amazon user pool en fait. Ces trois tokens, le refresh token, access token, l'ID token, ils ont un temps de validité. Du coup, pour configurer le temps de validité de ce token-là, ici pour refresh token, on va le laisser par défaut 30 jours. Ici, 1 heure pour l'access token. Le dernier, l'ID token, c'est 1 heure. Deuxième chose, c'est load flow configuration. On va choisir enable username password based authentication ou et enable SRP. Et par la suite, ça on le laisse par défaut et on clique sur create app client. Next step. Ici, ce sont la page triggers. Qu'est-ce qu'elle représente la page triggers? En fait, quand on va faire une opération sur Amazon User Pool, par exemple, pre-sign up, ça veut dire avant le sign up, pre-authentication, avant l'authentification, post-authentication, une fois l'utilisateur est authentifié, ça veut dire soit avant l'enregistrement, ça veut dire l'utilisateur il a cliqué sur le bouton sign up, on va déclencher une lambda, une fonction lambda pour faire un traitement. Ça dépend par la suite de votre user story. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Il y a aussi avant le sign-in, pre-authentication. Ça veut dire avant que l'utilisateur il a saisi son login et son password, mais avant qu'on passe cette commande à notre user pool, en fait, pour vérifier est-ce que ces valeurs sont correctes ou pas, on veut faire des traitements sur ces informations. Il y a aussi post-authentication, c'est après une fois il a été authentifié. Il y a post-confirmation, il y a pas mal de triggers en fait qu'on peut l'utiliser. Tout dépend de notre en fait scénario. Pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Du coup, on vient ici, on clique, on laisse tous par défaut comme ça, non, non, non. Et on clique sur Next Step. Ici, c'est la page Review. Cette page-là, elle va nous faire un résumé sur la configuration qu'on a fait. Par exemple, pour le password, on a dit que minimum 8 caractères avec du uppercase, lowercase, special characters, un number. Voilà. Après, on clique sur Create Pool. Là, Amazon User Pool vient d'être créé, s'appelle Demo 2021. Si on clique ici sur User Pool, on va trouver une User Pool qui a été bien créée avec le nom qu'on vient le saisir. On clique sur Demo 2021 et on vient sur cette page. General Settings. Au-dessous, en fait, on voit bien, il y a pas mal d'autres pages. On va commencer par la première page. C'est Users and Groups. Ici, en fait, cette page-là, pour l'instant, cette page, elle va contenir la liste des utilisateurs qui ont été enregistrés sur notre application. Comme vous voyez ici, il nous affiche No Users Found. Pourquoi? Car on n'a aucun utilisateur qui vient d'être enregistré sur notre application. Pour simplifier les choses, on va partir sur App Integration Domain Name. Et on vient sur cette page. Cette page, qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir ici un préfixe qui sera à nous de donner ce préfixe-là, mais doit être unique en fait sur Amazon. Pourquoi? Car à l'aide de ce préfixe-là, on va se connecter sur notre page Sign In et notre page Sign Up. Ici, on va saisir par exemple démo, c'est le même en fait. J'espère bien qu'il est disponible. Check et par la suite, je clique ici sur Check Availability. This domain is available. Du coup, pour l'instant,
On va cliquer sur Save Change et par la suite, on va venir sur cette histoire Your Our Domain. Save Change. Voilà. Alors, une fois le domain name a été bien configuré, avant de passer pour afficher notre page Sign In ou Sign Up, on va commencer tout d'abord, on doit tout d'abord configurer en fait App Client Settings qui existe sous App Integration. Ici, Select All pour User Pool. Ici, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre un callback une fois notre utilisateur vient d'être bien authentifié. Sign in, vient d'être, il a fait bien ses login et password sont corrects et tout. On doit le rediriger vers un URL. Du coup, pour l'instant, je vais le mettre sous, attendez, https www.amazon.fr. Ça, une fois il a été bien authentifié, on va faire le redirect vers Amazon.fr. Pour l'instant, c'est juste un exemple, mais pour vous, en fait, doit être votre site, adresse web. Le sign out, une fois notre utilisateur il a fait le logout, du coup, on peut lui afficher une page ou le rediriger vers un autre site web. Google.com. O2 à configurer aussi, il faut spécifier quel hôte de flow vous voulez utiliser. Pour nous, on va utiliser Authorization Code Grant, puisqu'on veut l'intégrer avec, comment s'appelle, avec une application web. Du coup, on peut utiliser celui-là. Le scope de l'hôte 2, on va choisir le 4. En fait, on va le laisser comme ça. Et par la suite, on va faire Save Changes. A été bien enregistré ces infos. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va lancer notre page sign up ou sign in, ça dépend qu'est-ce qu'on veut afficher pour l'instant. On vient ici, on clique sur ce lien. Comme vous voyez ici, il nous affiche le sign in. On va commencer par le sign up. Là, ça, c'est la page par défaut créée par Amazon en fait, par le Amazon Web Service, Amazon Cognito, pour qu'on puisse, avec zéro code, faire l'authentification et l'enregistrement de nos utilisateurs. Du coup, on va commencer à saisir quelques adresses pour quelques utilisateurs. info@gmail.com. Si vous vous rappelez, on a dit que les champs obligatoires sont l'email, le name, family name et bien sûr le password. Le name, je vais choisir Amin. Family name, c'est Bergiga. Le password. Vous vous rappelez que le password doit contenir 8 caractères. 8 caractères. Et un minuscule, un majuscule, un caractère spécial et un nombre. Du coup, je vais choisir ça. Hop. Voilà. Et ici vient d'être équivalent à notre pattern qu'on a choisi tout à l'heure. Quand je clique sur le sign up, en principe, il va me faire rediriger en fait vers cette page. C'est quoi cette page? On a dit que pour s'assurer que notre utilisateur est le bon utilisateur sur notre plateforme, avec son email, il ne va pas saisir n'importe quoi, on doit lui envoyer un email avec un code d'activation. C'est le code de vérification, excuse-moi, c'est le code de vérification. Du coup, si on va partir sur notre compte Gmail pour récupérer le mail reçu de la part de Cognito. Cet email, en fait, vous le trouvez dans la notification de votre boîte Gmail, si vous utilisez Gmail. Your Verification Code comme objet, et dans le message, vous trouvez ce code. Your Verification Code is ce nombre-là, on va le mettre ici. Et une fois on clique sur Confirm Account, je serai redirigé vers le site Amazon.fr. Pourquoi? Car on l'a configuré tout à l'heure ici. On a dit que une fois j'ai bien authentifié, je vais être
rediriger vers cette URL. Et bien sûr, puisque je viens de faire le sign up et derrière saisir le code, du coup, directement, je serai authentifié. Si on revient ici sur Users and Groups, qu'est-ce qu'on va voir? Juste, je vais le faire refresh. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que notre utilisateur qui vient d'être enregistré avec l'email, cet email-là, a été, son statut est confirmé, il est enabled, c'est créé la date de création, la date de mise à jour. Vous voyez, il y a une différence entre la mise à jour et le, comment ça s'appelle, et la création, c'est le temps qu'on a fait le verification code. Voilà notre utilisateur qui est avec, si on revient, users, username, je clique ici, vous trouvez toutes les informations pour cet utilisateur, les détails des informations. S'appelle Amin, family name Bergiga, son adresse mail. Ça, c'est par rapport à notre sign up. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le sign in. En fait, c'est l'authentification avec cet utilisateur. Et on va voir qu'est-ce qu'il donne. Du coup, pour utiliser un autre compte, je vais utiliser le même compte. Excusez-moi, pourquoi? Car je n'ai pas d'autre utilisateur avec. Et on va voir ici le mail qu'on a pris, ici le password, sign in. Et vous voyez là, c'est la même chose. Ça a été bien authentifié. Du coup, l'authentication a été bien passé car login, password, login c'est le mail et le password sont bien été corrects. Du coup, on revient ici, c'est juste pour s'assurer les choses que ça fonctionne correctement. On revient sur la même page application app client settings. Je clique sur ce lien. Ils vont poser la même question, mais là, c'est juste je veux saisir une password erronée en fait. N'importe. Sign in. Incorrect username or password. Pourquoi? Car mon password a été erroné. Voilà. Du coup, comme vous voyez ici, on peut faire du sign up, du sign in, à l'aide d'Amazon User Pool Cognito, à l'aide du Cognito des services User Pool plus précisément, avec zéro code en fait, sans faire de codage, sans implémenter ni de backend ni de front-end. Ça, c'est la façon la plus classique quand on veut utiliser le User Pool. Avant de finir, il y a deux choses à vous, je vais partager avec vous. La première, c'est le Federation. Vous vous rappelez qu'on a dit que si on veut utiliser LinkedIn, Facebook, Google ou n'importe comme third party pour faire l'authentication ou l'enregistrement, on vient au Federation, Identity Provider, et par la suite, clique par exemple sur Google et saisir ces informations-là pour activer third party. Et dans ce cas-là, on aura le bouton Google sur notre page Sign Up ou Sign In. Dernière chose à partager avec vous, c'est on peut customiser, ça veut dire personnaliser notre page d'authentication, notre page de sign in ou sign up en uploadant par exemple un logo à afficher, le label en fait, l'input label et pas mal d'autres choses. Alors, j'espère bien que ça a été très clair pour vous en fait à Amazon Cognito et surtout Userpool, comment on peut le configurer, comment ça fonctionne, quels sont les services que nous offre Amazon Cognito et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.